Un des responsables du CEA, celui qui est en charge de cette étude, s'est fendu d'une publication, elle est partout, dans les revues spécialisées, sur les journaux spécialisés, etc., disant « Les maisons à énergie positive ont été une erreur ». Vous avez déjà, vous, un ballon tampon. Quand on leur parle de ces systèmes-là, nous dirait « Oui, mais quand même, faudrait voir si ça marche ». Ah bah oui, ça marche très très bien. Il y a 18 ans que ça marche. Il y a 18 ans que ça marche. Lorsqu'on fait une isolation par l'extérieur, il faut mettre bien la menuiserie intégrée à l'extérieur, de telle sorte à effectivement avoir le moins possible de risque de pont thermique, puisque on est en Normandie, Rannes, et on est à 230 mètres d'altitude, voilà exactement où nous sommes. Et donc la maison de Patrick, tu vas nous en dire un petit peu plus au fur et à mesure qu'on va la découvrir. Oui. Elle a une année de construction d'origine. Oui, 1981. 81, d'accord. Donc c'est une maison complètement sur sous-sol, oui, intégrale. Et la technique de construction de la maison, c'est parpaing, enduit extérieur au ciment, bien évidemment. Oui. Et à l'intérieur, donc j'ai mesuré ce matin. Est-ce que tu sais combien tu as d'épaisseur d'isolant? Je pense que c'est une couche de laine de verre d'environ 10 cm, quoi. Alors tu as un peu moins. Peut-être, oui. Tu as un peu moins, parce que j'ai toutes les photos, j'ai mesuré tout ça, j'ai calculé. En fait, à la louche, j'arrive à 8 cm d'isolant, donc normalement, 8 cm disponibles une fois qu'on a retiré tous les éléments, puisqu'on a donc le parpaing, l'enduit ciment. Après, à l'intérieur, on a donc le briquetage, le plâtrage. Quand j'ai enlevé tous ces éléments-là à la grosse louche, il reste 8 cm. Et il y avait un standard qui était laine de verre 75 mm. Ouais, mais dans ces années-là, c'était tout à fait classique. Menuiserie bois, donc qui ont bien vieilli. Entretenues. Et elles ont bien vieilli au sens large et à toutes les acceptations sous toutes les acceptations du mot vieilli. C'est-à-dire qu'elles sont belles, mais elles sont de leur époque. Et donc 81 à maintenant, ça fait 40 ans. Et des menuiseries d'il y a 40 ans, on avait un seul joint qui est bien évidemment aujourd'hui complètement sec. Et la menuiserie, c'était de la 38 mm. C'était le grand classique, on avait 38 ou 42 mm. Aujourd'hui, disons qu'elle protège du vent. Cette maison a été agrandie. Vous l'avez agrandie en quelle année? En 2004. 2004. Et donc l'agrandissement, par contre, technologie différente. Oui, puisque au niveau des murs, on a construit en biobrique. Biobrique, donc 37 cm. Brique monomure 37. Voilà. Donc qui se suffit en tant que résistance thermique, etc. Bon, aujourd'hui, on nous dit que c'est insuffisant. C'est bien. Par rapport à la situation qu'on a là, c'est vraiment très très bien. Et au niveau du toit, donc je suis allé prendre des mesures ce matin. Donc j'ai mesuré l'épaisseur du toit, j'ai retiré le débord d'un Velux à l'extérieur, j'ai retiré... Bon, bref, globalement, c'est normal aussi, c'est ce qu'on avait à ces époques-là. Et c'est déjà bien d'avoir ça à cette époque-là. Tu aurais 20 cm d'isolant, probablement laine de verre, dans la partie rampante. Dans la partie rampante, c'est de la laine de verre, oui. Voilà. Et par contre, les combles, effectivement, c'est autre chose. Je m'en souviens un peu. Oui, puisque on avait enlevé, mais je crois que tu l'avais enlevé. J'avais enlevé la laine de verre. Elle était déjà plus là quand on est arrivé. On a mis environ 30 cm de watts de cellulose dans la partie comble perdue. On est en 2022, que tu vas pas tarder à prendre la retraite. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements géopolitiques, économiques, etc. Climatique. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait améliorer un petit peu? 2004, agrandissement. Donc là, effectivement, à l'époque, on avait vu que c'était vraiment le monomure, la brique monomure, la biobrique qui l'emportait. Donc vous avez opté pour la brique monomure. On a profité de faire l'agrandissement de la maison pour pouvoir mettre une chaudière en sous-sol de la partie de l'agrandissement. D'accord, parce qu'avant vous étiez en chauffage électrique. Avant, on avait des radiateurs électriques et on se chauffait avec l'insert de la chaudière. Avec l'insert. Et donc on avait vraiment envie d'installer un chauffage central.
mais avec une volonté de ne pas brûler de fioul ni de gaz déjà à l'époque. Voilà. Et de chauffer avec du bois. À la tout début, je me souviens d'avoir eu un coup de fil de ma frangine qui dit « Ah, on a envisagé d'installer quelque chose, etc. » On a vu, mais c'était pompe à chaleur au tout début. Oui. Parce que c'était la grande époque de la pompe à chaleur. Je dis « Non, tu ne peux pas mettre une pompe à chaleur, il faut partir sur autre chose. » Et donc, effectivement, vous avez opté pour une chaudière bois qu'on va aller voir, qu'on va prendre en photo, qu'on va regarder. Et en 2004, donc chez Patrick et Martine, une chaudière bois. Donc tu vas nous en dire toi-même un petit peu plus. L'énergie, c'est du bois, mais oui. Quel type de bois? Du bois déchiqueté. Du bois déchiqueté, que vous achetez dans une scierie localement. Voilà, dans une entreprise qui vend tous les sous-produits des scieries. Cette chaudière, alors non content d'avoir installé une chaudière, à l'époque, ça avait été, c'était soit Argasner, soit Frolich. Froling, oui. Et ça a été une Froling. Elle est plus pointue que ce que j'imaginais, parce que, en fait, moi j'ai oublié, hein, parce que je ne l'habite pas, mais donc, vous avez déjà, vous, un ballon tampon. Oui, systématiquement, quand on a avancé dans le projet, le commercial nous a dit il est indispensable d'installer un ballon tampon. Moi, je n'y étais pas favorable déjà par rapport à l'investissement, parce que c'était encore un investissement supplémentaire. Mais il m'a dit techniquement, il a vraiment toute son importance et tout son intérêt, parce que quand un radiateur va demander de l'eau, eh bien, et on va puiser dans ce volume du ballon tampon, il fait quand même 600 litres, et ça va éviter à la chaudière de se remettre en route à chaque fois dès qu'il y a un radiateur qui demande. Parce que ce sont des chaudières qui ont besoin d'une certaine inertie pour monter en température, pour chauffer. Donc, on va chauffer une grosse masse d'eau et ensuite, eh bien, la chaudière va être pendant une période à l'arrêt. Et pas sans arrêt se mettre en route et s'arrêter. Donc, on a installé le ballon tampon qui fait 600 litres. Et en sachant qu'à l'intérieur de ce ballon tampon, il y a un deuxième ballon tampon d'une trentaine de litres qui est au bain-marie, qui est dedans, qui nous sert pour l'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc, pour ceux qui, quand on leur parle de ces systèmes-là, nous diraient « Oui, mais quand même, faudrait voir si ça marche. » Ah bah oui, ça marche très très bien. Il y a 18 ans que ça marche. Il y a 18 ans que ça marche. Et avec un autre avantage, c'est que la famille est quand même assez nombreuse, tu le sais. On peut prendre 4-5 douches de suite. On a toujours de l'eau chaude. Voilà. Grâce à ce système du ballon au bain-marie à l'intérieur du ballon. Voilà. Tampon. Et donc dans votre ballon, c'est de l'eau, c'est l'eau du circuit de chauffage en fait que vous avez. Alors, dans le ballon tampon, c'est l'eau du circuit de chauffage qui sert pour les radiateurs. D'accord. Et par contre, le ballon tampon de l'eau chaude sanitaire, lui, il est totalement séparé. On espère qu'il est un peu étanche. Vaut mieux. Voilà, c'est préférable. C'est préférable. On est d'accord. Et donc, pardon, cette maison est quand même passablement grande. Au niveau de l'isolation, on a vu que ben voilà, pour une grande part, ça date des années 80. Donc on a 40 ans. Donc il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. On a évolué énormément au niveau donc, des épaisseurs que l'on installe. Les matériaux ont progressé. Donc thermiquement, on n'est pas au top. Ah bah oui, c'est obligé. Et pour autant, et on a de la surface. Vous avez combien de surface habitable? Rez-de-chaussée plus étage, on est à 180 mètres carrés habitables. Voilà. Parce que Patrick et Martine l'ont pas fait pour nous, mais on a l'immense bonheur d'avoir 4 nièces. Hein. Et maintenant, des petits-neveux, des petites-nièces, hein, parce que tout ça vit. Hein. Voilà. L'idée, c'est de voir comment on pourrait améliorer un petit peu tout ce système-là. Mais malgré tout, d'ores et déjà, tu consommes combien si tu connais le volume de bois, tu achètes combien J'achète l'équivalent de 6 tonnes de bois, ce qui nous fait 24 mètres cubes de copeaux de bois par an. Pour faire le chauffage tout l'hiver, plus l'eau chaude sanitaire en hiver. En été, on repasse sur le ballon électrique. J'arrête ma chaudière l'été. D'accord, l'été, c'est plus sur la chaudière, c'est le ballon électrique. Voilà, c'est ça. Par contre, elle est en triphasé. Oui. Voilà. Et on avait la chance d'avoir le triphasé ici quand on a installé la chaudière. D'accord. Et donc, l'installateur préférait être en triphasé? C'est mieux en moteur triphasé parce que par rapport, c'est surtout les moteurs pour l'alimentation de la vis sans fin qui amène les copeaux, etc. Voilà. C'est plus fiable quand c'est un moteur triphasé. Oui, et puis c'est vrai que quand on a ces types de moteurs qui démarrent,
les gens le savent peu, à part les électriciens et quelques personnes un peu informées, mais un moteur électrique au démarrage demande environ 3 fois son nominal. Donc ça demande énormément, et donc avec du triphasé, effectivement, on distribue sur toutes les phases, etc. C'est quand même techniquement mieux. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir cette chaudière, oui. Puisqu'elle est là, et tu nous feras voir le cendrier, oui. Puisqu'on sait maintenant ce que tu brûles, environ 24 mètres cubes, oui. Et tu nous diras tous les combien tu descendres. Une fois par mois. Une fois par mois, voilà. Et on va voir la taille du cendrier. Et ça, c'est possible parce que, alors là, je vous regarde ceux qui regardent cette vidéo, parce que c'est une chaudière qui, certes, a déjà quelques années, mais c'est une chaudière à post-combustion. On a 2 chambres de combustion, et donc on monte très haut en température dans la 2e chambre de combustion, et ton installateur était vraiment quelqu'un d'éclairé, parce qu'à l'époque, peu de gens étaient au courant de ça. Aussi longtemps qu'on n'a pas dépassé un certain niveau de température dans la combustion de la première chambre, les gaz imbrûlés qui passent dans la seconde chambre ne peuvent pas s'enflammer. Donc il est nécessaire de démarrer peu souvent, mais sur une durée longue pour être très longtemps en système de post-combustion, où la 2e chambre de combustion, l'entrée d'air secondaire apporte tous leurs bénéfices, ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas de ramonage. Non, très peu. Il faut ramoner, c'est obligatoire. Oui, c'est normal, mais très peu de rejet, donc très peu à descendre, donc très peu de pollution dans l'atmosphère, puisque pas de microparticules perdues, et le méthane, puisque c'est quand même ça en grande partie qui est un gaz imbrûlé lorsqu'on a des appareils simples, mais avec la post-combustion, on brûle ce méthane, donc on rejette très peu de gaz à effet de serre, mais à la condition que la chaudière ne démarre que très rarement, et sur une durée relativement longue, le temps de recharger le ballon. Il y a vraiment un installateur qui était... J'imagine qu'il est encore. Oui, c'est sûr. Voilà, au top. Ouais. Forcé malheureusement de le constater, en tout cas à l'époque, si on n'allait pas chercher à l'étranger, on n'avait pas la solution. En termes de matériel, c'était du matériel plus fiable. Voilà, on était chez les Autrichiens. On avait aussi, nous, une autre volonté. On avait quand même fait du chauffage avec du bois bûche dans un insert, et c'est quand même une certaine contrainte, il faut toujours être là pour mettre du bois, etc. Et la volonté qu'on avait aussi par rapport à cette chaudière-là, c'était d'avoir une chaudière qui fonctionne en automatique. Je ne voulais pas être tout le temps au pied de ma chaudière. Donc effectivement, alimentation automatique avec la vis sans fin, mais aussi descendrage automatique et ramonage des turbulateurs automatique. Le grand luxe. En tout cas, voilà. De toute façon, c'est un gros investissement qu'on ne fait qu'une fois. Voilà, c'est ça. Donc, parce que là, elle a donc 18 ans. Et elle est toute jeune. Alors, nous voilà devant ta chaudière. Oui. Donc, c'est pas un monstre. Ah non. Mais bon, c'est quand même pas non plus une petite chaudière murale. Elle est en pleine chauffe, là. Là, oui, elle est en plein fonctionnement. Donc là, ce qu'on entend, c'est le brûleur, l'amener d'air. Oui, c'est ça. Et quand on a commencé, on avait un système qu'on entendait, Alors c'est la grille de descendrage qui vibre pour faire tomber les cendres dans la vis qui va les amener dans le cendrier. D'accord. Et donc, on a vu que tu brûles 24 mètres cubes. Oui. À peu près. Et donc tu brûles ça sur 6 mois on met en chauffe début octobre. Oui. Et puis on va l'arrêter vers la mi-mai, quoi, à peu près. Vers mi-mai, ok. Ça nous fait 4 mètres cubes par mois. Et si c'est possible d'approcher, est-ce que tu peux nous faire voir la taille de ton cendrier? La grosse quantité de cendre, voilà, qui est fournie. Donc je mets ma main à côté, vous voyez la taille du cendrier. Voilà ce que cette chaudière fait en termes de... C'est plein, vraiment plein quand tu vides ou... Pas forcément. Mais en fait, je vide une fois par mois, quoi. Voilà, une fois par mois. Donc pour ceux qui ont un insert, pour ceux qui ont un vieux fourneau, c'est beaucoup plus souvent que ça qu'il faut vider et avec des volumes beaucoup plus importants. Et là, on voit que c'est presque du minéral ce qu'il y a là-dedans, quoi. La vis, elle va ramener uniquement en fin de cycle. En fin de cycle, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment très peu. On a pour l'ensemble de l'hiver l'équivalent de ma lessiveuse ici. Ah oui, d'accord. Donc ça, parce que tu le mets là. Je le mets là. Voilà, alors pour... Tu peux le sortir, on peut le sortir et le montrer. Hein. Voilà.
pour un hiver de chauffe, voilà. Donc quand tu vas avoir fini ma saison, ça fait ce volume-là. Voilà, voilà ce que ça produit. Puisque là, on a le résultat du cendrier, puis ce que j'enlève des turbulateurs qui sont à l'arrière dans la deuxième partie. Voilà, ça où tu l'enlèves avec un grattoir ou quelque chose. Voilà, je l'enlève là, je le mets dans la petite boîte qui est ici. Voilà. Quelle organisation? Je le récupère ici. Voilà, on ouvre ça. Donc tu ouvres ça, tu mets dessous. Voilà, tu bah, tires, tiens, voilà. On peut en sortir un petit peu, je vais vous montrer, c'est facile. Hop. Et ça, c'est une fois par mois? Une fois par mois. Quand je vide le cendrier, je ramène. Quand même, tu as 6 interventions par année. Voilà. Et là, on voit que c'est extrêmement fin, quoi. Voilà, je ramène ça là-dedans. Et on voit la finesse. Hein, Voilà. Donc, et là, on voit l'alimentation avec la vis sans fin qui est là-bas. On va passer de l'autre côté, on va le voir. On va voir dans le silo. On a la chaudière. Donc ici, c'est la vis sans fin. La vis d'alimentation. Donc on voit quand même que le moteur, effectivement, c'est quand même pas un moteur de robot ménager. Hein. Il y a un peu de puissance quand même. Hein. Donc on a la première vis qui amène ici depuis le silo. Ensuite, les copeaux vont descendre ici dans une deuxième vis, parce qu'il y a un volet coupe-feu entre les deux. Bien sûr, en termes de sécurité. Okay. Et le deuxième moteur qui est là, lui, va alimenter le foyer de la chaudière. Voilà, ok. Et on a le troisième moteur, le tout petit ici, qui est le moteur de la vis de descendrage. D'accord, d'accord. Voilà, et là on voit que la vis, voilà, on la voit. Elle alimente les copeaux. Voilà, et le moteur, il a fait un petit coup là. Voilà, on voit encore. Là, il tourne là. Voilà. Voilà, on voit plus les ailettes. Voilà, les ailettes se sont arrêtées. Voilà, voilà, il tourne. Et donc, ça tourne par à coup, et forcément, ça demande. Hein. Voilà. Et voilà, il s'est arrêté, il redémarre. Mais il fait son job. Il fait son job. Et puis la deuxième vis, ben, on la voit qui tourne ici aussi, et qui va alimenter le foyer de la chaudière. Voilà, parfait. Très bien. Voilà, et donc là, derrière cette porte, si j'ai bien compris... C'est le stockage des copeaux de bois. Voilà. Et donc, voilà, on peut aller filmer. Et on a ici les copeaux de bois et on voit justement, ben, on voit la vis sans fin. On voit que le stockage commence à diminuer, hein, la fin d'hiver approche. Voilà. Mais quand elle va se mettre en route, on va la revoir tourner. Et là, il y a un moment qu'on est ici et elle chauffe toujours. Donc elle est vraiment en pleine... ah là, elle est en plein fonctionnement. En plein fonctionnement, voilà. Tout à fait. Et là, voilà, on voit le système. Avec les lames de ressort qui vont ramener les copeaux sur la vis sans fin. Voilà. Alors bon, tout ça marche par petits à-coups, hein, mais tout ça est normal. Ok. Non, et on voit ici la qualité de la plaquette. Une plaquette de chêne sec. Alors là, on est en Normandie, et en Normandie, le bois, c'est beaucoup du chêne, quoi. Donc... on a la chaudière et le fameux ballon tampon. Voilà, d'accord. Donc avec, bon bah là on a le valve d'expansion, etc. On a quelque chose qui est en fait assez classique. Simplement, le cœur du système qui gère tout, finalement, c'est pas la chaudière, c'est le ballon. Bah oui, c'est lui qui permet... Parce qu'elle, on lui demande bêtement de nous fournir de l'eau chaude. C'est ça. Elle chauffe. Voilà, elle chauffe. Elle fait son boulot de chaudière. Et lui, par contre, il stocke et à partir de là, on puise, on distribue, etc. On a les départs, les retours qui sont là. Donc, ouais, le cœur est là, quoi. Alors, pour les gens qui auraient peur du volume que représente un ballon tampon, donc, voilà, je m'approche. Donc, ce ballon fait 600 litres. Et ici, on a une très grosse épaisseur. Et si j'appuie, on voit, hein, voilà, on va le faire là. Donc tout ça est bien sûr isolé, donc, parce qu'il ne faut pas perdre. Hein, les tuyaux sont aussi isolés. Bon, bah, les tuyaux d'alimentation sont autre chose. Hein. Mais on a quelque chose qui est, somme toute, quand même très, très, très classique, si ce n'est, et ça l'est moins, cet apport-là qui change tout. Voilà. Mais combien de chaudières bénéficient d'un ballon tampon comme ça? 1%, peut-être même pas, probablement beaucoup moins. Donc, merci Patrick de nous avoir permis de découvrir tout ça. Nous voilà à l'extérieur, et là, on est dans la rampe d'accès au garage. Oui. Hein,
Et l'idée, c'est de voir si, parce qu'aujourd'hui, tu achètes tes 24 mètres cubes de bois, on est en 2022, Oui. tu payes ça. Là, pour cette année, j'ai payé 1100 €. 1100 € de bois. Voilà. D'accord. Donc, et on sait que malheureusement, la tendance n'est pas baissière. Ah bah non, Voilà. c'est clair. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait apporter quelque chose? Enfin, en tout cas, moi, c'est l'idée que j'en ai eue. Alors, pour ceux qui disent, en Normandie, il pleut tout le temps. Vous voyez, là, on a les yeux plissés parce qu'il est quelle heure? 10h, 10h30? Ouais, 10 heures. Ouais. 10h, un 1er mai. Et Kiki, il donne déjà bien. Et le ciel est bien bleu. Et le ciel est bien bleu. Et donc, quand j'ai parlé avec Patrick de photovoltaïque, avec Martine même plus précisément, donc elle m'a dit, ah, je sais ce que va dire Patrick, le photovoltaïque, on ne peut pas, parce que le toit n'est pas bien exposé. Alors, le toit, on va le regarder, j'ai aussi pris en photo. Le toit qui donne sur un côté qui reçoit un petit peu de soleil, il est plein ouest. Oui. Et dessus, il y a 2 chiens assis. En plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de surface. Et quand on est plein ouest, on est quand même très soleil couchant. Ah bah oui. Et les gens qui sont venus t'en parler de temps en temps t'ont toujours dit, on ne peut pas chez vous, le toit s'y prête pas. Alors, si on peut voir un peu le pignon de la maison, gentiment. Alors, il se trouve que en Normandie, le lilas pousse très bien. Et donc là, je pense que le lilas cache un petit peu la maison, mais voilà, notre opérateur fait une manœuvre douce et lente et on voit la maison apparaître. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a un paquet de surfaces disponibles. Alors certes, on a la descente de l'escalier qui va aller au niveau le plus bas, ben là, on ne pourra pas en remettre, mais là, on peut effectivement au minimum à hauteur de la petite menuiserie qu'on voit qui se trouve être celle de la salle de bain, installer du photovoltaïque. On peut en installer dessus et on peut en installer derrière le lilas, on le voit moins depuis ici. Donc on a la possibilité ici de mettre quand même quelques panneaux. Alors, bien évidemment, les gens disent oui, mais on ne peut pas parce que le panneau à plat. Ben, oui, sauf que il y a quand même beaucoup de métalliers qui savent nous faire des supports en triangle et on peut avoir de la pente. Une orientation. Une orientation. Hein. Alors, ou des charpentiers, parce qu'on peut faire aussi en bois, hein, c'est pas un problème. Hein. Et donc, à ce moment-là, en plus, l'avantage que l'on a, c'est qu'à partir du moment où on ne va pas se trouver avec une pente imposée par la pente de toit, qui n'est jamais idéale. C'est trop plat, c'est trop pentu, etc. Puisqu'on essaye toujours de tirer le meilleur parti possible du photovoltaïque. Là, à partir du moment où on va faire nos supports, on les fait comme ça nous arrange. La pente de toit, la pente, on va... L'inclinaison, on va la choisir. On la choisit. Parce qu'on fait quelque chose de neuf. Oui. Voilà, voilà. Et à partir du moment où on va la choisir pour avoir le meilleur rendement possible, puisque l'idée serait de se dire, le ballon d'eau chaude est là. Oui. Est-ce qu'il est possible de le transformer? Il faudra poser la question au plombier chauffagiste, enfin au chauffagiste, parce que c'est pas le plombier qui peut faire ça. Mettre une résistance dedans et chauffer de l'eau avec la production électrique en instantané. D'accord. Là, la chaudière a démarré parce que je me souviens que tu avais programmé pour qu'elle ne démarre pas la nuit, oui, pour ne pas l'entendre. Oui. Donc là, dans la nuit, on a attendu gentiment que le ballon se vide, etc. Hein. Oui. Et donc dans la journée, un jour comme aujourd'hui, voilà, la chaudière elle est allumée. Elle ne consomme pas d'électricité, elle ne consomme pas de bois. Par contre, si elle ne consomme pas d'électricité et qu'on met du photovoltaïque, on va en produire. Ah oui. Et cette électricité, on va s'en servir en instantané pour chauffer l'eau chaude et on va créer un système de batterie qui va être non plus une batterie électrique parce que ça coûte une fortune, ça a une durée de vie qui n'est pas forcément très très longue, etc. Alors que quand on chauffe, puisque le but c'est d'avoir de l'eau chaude, oui, on chauffe directement l'eau. Et la capacité thermique massique de l'eau est telle, puisque c'est 4200 et quelques joules pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg d'eau. Souvent les gens disent oui mais quand même l'eau, etc. Ben oui, mais pour faire gagner 1 Kelvin à 1 kg de béton, de granit, de verre, c'est 850 joules. 1 kg d'eau, 1 Kelvin,
4200 et quelques joules. C'est énorme. Hein. Ouais. Et donc, quand on a monté, alors je n'ai pas en tête ce que ça représenterait 600 litres, mais ce que je peux dire, c'est que dès lors qu'on se dit, on va partir de 8 degrés, on va aller à 70 degrés. Et ta consigne est à 72. Oui, hein. c'est pareil. Voilà. Eh bien, ce stockage, cette capacité qu'on a donnée à l'eau de stocker de la chaleur, c'est entre 38 et 40 kWh de puissance. Donc là, tu es plus probablement aux environs de 45 kWh. 45 kWh de batterie électrique, ça fait un gros saladier. Il faut casser un gros billet. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça qui me plairait, moi en tout cas. Et à partir du moment où on va donner la pente que l'on veut, l'orientation que l'on veut au panneau photovoltaïque, on va essayer d'avoir le meilleur rendement possible sur la période d'utilisation, qui va de, en gros, tu nous disais mi-octobre, jusqu'à mi-mai, quoi, quelque chose près. Hein. Et donc, on ne va pas chercher d'avoir le zénith du mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, tu n'as pas tellement besoin de chauffage. Non, pas vraiment, non. C'est clair, même en Normandie. Même en Normandie. Et donc, voilà l'idée, on ne va pas dire révolutionnaire, mais tu as déjà fait tellement de révolutions ici. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on fait une isolation par l'extérieur, il faut mettre bien la menuiserie intégrée à l'extérieur, de telle sorte à effectivement avoir le moins possible de risque de pont thermique, puisque aujourd'hui, on sait que les moisissures, les auréoles, etc., donc les pathologies liées à un excédent d'eau et à un déficit de renouvellement d'air, eh bien, c'est autour des menuiseries que ça se génère, parce qu'on a mis la menuiserie à l'intérieur et qu'on a isolé par l'extérieur. Et ça, c'est incroyable, le nombre de chantiers qui se font comme ça, mais des immeubles entiers, où on sait qu'il va y avoir problème. Enfin, on sait. Non, je pense qu'ils ne savent pas qu'il va y avoir problème. Mais la QC, l'Agence Qualité et Construction, qui est une instance gouvernementale, n'arrête pas de communiquer en disant il faut absolument mettre un renouvellement d'air en même temps qu'on fait ceci, en même temps qu'on fait cela. Tout le monde sent. Leurs préconisations sont bonnes. Ah oui. Sauf que celui qui fait l'isolation par l'extérieur dit mais moi je suis façadier. Je ne rentre pas dans la maison, moi, je ne suis pas assuré pour ça. Et donc, il faut à ce moment-là aller chercher un spécialiste du renouvellement d'air. Il n'y en a pas en France. Les spécialistes de renouvellement d'air, on a dit, compte tenu que c'est quelque chose qui est électrique, qu'il faut le brancher, on va le confier aux électriciens. Les électriciens, dans les tableaux électriques, ils sont très forts. C'est normal, c'est leur job, c'est leur boulot. Et franchement, on a de bons électriciens en France. Mais je ne vois pas où ils sont formés pour apprendre à gérer un mouvement d'air, ce qui est un balayage pour assainir correctement, pour renouveler correctement les débits d'air, comment on les régule, comment on les calibre, comment on choisit la machine qu'on va installer, où est-ce qu'on va mettre les prises d'air extérieures, où est-ce qu'on va mettre... Voilà, tout ça, c'est absolument pas géré. Et ça devrait être une spécialité. Le spécialiste du renouvellement d'air. Voilà. Et alors, quand tu as parlé au tout début de l'intervention de changer les fenêtres, moi aussitôt dans mon esprit, je me disais, on remplace les fenêtres existantes par des nouvelles fenêtres qui effectivement sont bien meilleures, isolantes et tout. Mais si je ne fais que ça, je ne fais qu'un petit bout du chemin finalement. Un petit bout du chemin et mal. Parce que le plus souvent, alors mal, ça peut être bien, mais quand tu vas changer tes menuiseries, là, donc là, tu as de la laine de verre qui a été mise il y a 40 ans. Il y a 40 ans, personne, j'étais déjà dans le bâtiment, au moins en partie, personne ne nous avait expliqué quel était l'intérêt de gérer les flux d'air. Les maisons fuyaient comme des paniers, donc ça sortait dans tous les sens. Bon, bref. Et aujourd'hui, on arrive et on met des menuiseries étanches. On dit, voilà, on va améliorer la chose. Sauf que le plus souvent, on pose ce qu'on appelle des profils rénaux. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais je ne veux pas foutre en l'air toute ma déco, là, tu comprends, tout ça c'est beau, c'est propre. Donc, le menuisier dit, c'est pas un problème, je vous enlève les vieilles menuiseries, je n'enlève que les ouvrants, je vous laisse les dormants, on va couper les charnières,
coup de disqueuse. Hein, on remet les charnières de la nouvelle fenêtre. Même pas, non, 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 on va venir avec un châssis qui est petit. Ouais, et c'est ce qu'on appelle un profil Renault qui va venir se mettre, ça fait comme une équerre, il va venir se mettre dessus, donc il va venir déborder jusque là, donc visuellement on sera propre, et l'autre côté, eh bien, on va avoir effectivement cette fameuse petite isolation là de 2 cm avec le crépi, sauf que on sait qu'aujourd'hui l'étanchéité de cette menuiserie par rapport à l'extérieur, quand elle a été posée au niveau du dormant, tout le monde s'en foutait du tiers comme du quart. Ah oui. On n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Oui. On ne nous l'avait pas appris et nous ne disposions pas des moyens techniques et des matériaux et des joints pour le faire. Aujourd'hui, on pose tout ça avec joints comprimantes, etc. Donc, et lorsqu'on pose un profil Renault sur une ancienne menuiserie, on met une pièce toute neuve sur un pantalon très vieux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ça déchire à côté de la pièce. Oui. Et là, ça fuit ici. Alors, la menuiserie est parfaite, oui. Mais le raccord, il n'est pas bon. Et donc, je ne gagne quasiment rien au niveau... Il y a un gain. Il y a un gain, mais pas... Mais c'est quand même dommage de dépenser 5, 6, 7, 10 000 euros, etc., comme on atteint couramment des additions comme ça quand on a tout fait, en ne tirant pas la quintessence de ce qu'on pourrait avoir. Oui, bah oui. Hein? Et cette quintessence, il ne s'agit pas de se dire, il va falloir que je multiplie par 2. Par exemple, si je veux que ma menuiserie, au lieu d'avoir gagné seulement 80% de ce qu'elle pourrait m'apporter, hein, la fameuse loi de Pareto, 80, etc. Hein, donc je veux aller à 100%. Mais pour aller à 100%, les 10 000 euros que j'ai, je donne des chiffres ronds, c'est plus facile, hein, je vais passer à 20 000. Si c'est 20 000 euros pour économiser 100 euros de chauffage à l'année, il faut vivre très vieux pour l'amortir, hein, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais là c'est simple, on dit simplement, on va faire la menuiserie, on va faire l'isolation par extérieur. Donc on va mettre la menuiserie à l'extérieur. Où est la complication? Non, il n'y a pas. Hein. Donc, et à ce moment-là, on va ici, simplement, dans l'épaisseur de l'embrasure, on va mettre une tapée qui va aller jusqu'à la menuiserie extérieure. On va mettre une grosse équerre qui va venir faire la propreté, qui va remplacer éventuellement la baguette, voire on va garder la baguette pour effectivement ne pas avoir à reprendre toute la déco. Hein, on vient mourir contre la baguette. Et donc, on ne reprend pas la déco. On a juste à repeindre de la même couleur. Oui, c'est parfait. Ou d'une couleur différente oui, si on veut marquer le truc. Hein. Oui. Et c'est fait. Donc, c'est pas un gros surcoût, mais c'est infiniment plus performant. Et c'est ça le but du jeu. C'est tirer la quintessence de ce qui est possible sans pour autant aller dans des dépenses folles. Quoi, hein. Donc, techniquement... Mais je ne savais pas que ça existait. Alors, si tu en parles à des menuisiers, tu dis, je veux que tu me poses mes menuiseries à l'extérieur. Bon, c'est pas encore dans l'air du temps. Mais... Tu viendras lui expliquer. Mais je sais tes capacités à expliquer. Non, mais voilà. Sinon tu reviendras. Voilà. Ça donnera une occasion de se revoir. Absolument. Et en plus, c'est toujours un grand plaisir. Voilà. Bon, bref. En ce qui concerne le toit, donc oui, à part changer les Velux, très honnêtement, reprendre tout le toit pour passer sur les parties rampantes, enlever la vieille laine de verre, redonner de l'épaisseur, parce qu'il faudrait donner de l'épaisseur, parce que j'ai fait les calculs, tu as 20 cm de laine de verre dans le toit, ce qui est déjà pas mal, hein, en années 80, il a déjà bien bossé. Hein. Ça serait vraiment une dépense, une énergie consommée, des ressources consommées. Oui, puis un coût élevé. Un coût très élevé pour quelque chose. Là, on est vraiment, on serait en train, on va avoir fait 80% de la performance avec 20% de la dépense. Et là, pour gagner les 20% de la performance restant, on ferait une dépense qui serait sûrement au moins équivalente à tout ce qu'on va avoir fait pour un gain qui n'est pas énorme. Donc voilà, donc on en reste là. Et par contre, oui, l'autre gros morceau serait effectivement tout ce dont on a déjà parlé en matière de, cette fois, non plus être dans le passif, mais dans l'actif. Donc chauffer avec de l'électricité produite en photovoltaïque. Alors beaucoup de gens disent, ou diraient, mais puisqu'il y a un ballon d'eau chaude, pourquoi tu ne mets pas de l'hydraulique? Parce que du panneau hydraulique, c'est aussi coûteux ou peu s'en faut que du photovoltaïque si on fait abstraction du stockage.
Oui. Et le stockage, il y est là. Oui. Donc avec l'électricité, on va produire de l'eau chaude. Voilà. Hein. Par contre, à gérer, c'est beaucoup plus complexe. Là, on aurait de la production d'eau chaude là, il faut l'amener jusqu'au ballon. Donc on a de la distance, il faut réisoler les tuyaux, on a des pertes, etc. On a des chocs thermiques importants parce qu'une chaudière, elle monte en température relativement lentement, mais les chocs thermiques à l'extérieur, on ne limite pas à la température qu'on veut à l'extérieur. Hein. Quand le soleil y tape, il faudrait avoir une petite couverture qu'on déroule. Hein. Ça, c'est pas facile. Hein. Mais alors, le panneau photovoltaïque qui est au pignon plein sud va permettre de produire de l'électricité. Oui. Cette électricité-là va chauffer la résistance de mon ballon tampon, faire chauffer l'eau, ok. Mais si il y a plus d'électricité de produite que ce que la résistance a besoin. Dans ton tableau électrique, tu as des consommations, enfin, depuis le tableau électrique, tu as des consommations pour ta chaudière, hein, mais tu as des consommations pour l'éclairage, tu as des consommations pour les frigos, pour les congèles, pour le four, pour tout ce qui s'ensuit, le lave-linge, le lave-vaisselle, etc. Tout ça consomme. À ce moment-là, dans le grid qui va être organisé, qui serait à organiser, et le plus souvent, c'est totalement occulté qu'un grid est nécessaire pour être très performant. Donc tu as le panneau. Le panneau, il te fait du continu. Le continu est dangereux et difficile à transporter. Il faut tout de suite onduler pour en faire de l'alternative. D'où la nécessité d'avoir des onduleurs. Et les gens disent « Ouais, les panneaux, ça dure combien de temps ?» Alors on en profite pour en causer un petit peu plus largement. Le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui sont des gens qui ont été vraiment baptisés, qui ont les piqûres de rappel, qui ont... Voilà, c'est... Comme le nom l'indique, commissariat à l'énergie atomique, c'est l'atome. Donc on produit de l'électricité avec des centrales nucléaires. Et à un moment donné, donc ils sont installés sur Grenoble, la principale installation, et à un moment donné, c'est de notoriété publique, pendant 15-20 ans, on a mis un petit peu tout ça en sommeil, bon, on a dormi sur nos lauriers, tout va bien, on a nos centrales, bon, on va peut-être faire un petit peu d'EPR, mais bon, voilà. Et il y a plein d'ingénieurs qui se sont retrouvés disponibles, parce qu'il y a de super ingénieurs au CEA. Il y a des installations absolument extraordinaires qui sont disponibles. Et à un moment donné, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire à ces gens-là pour rentabiliser? On les paye. Donc, on leur a confié de faire l'étude des maisons à énergie positive, c'est-à-dire des maisons qui produisent annuellement. On a toujours oublié de dire aux gens que c'est annuellement. Les gens souvent disent, j'ai une maison à énergie positive, j'aurais pas besoin de chauffage. Si, on a besoin de chauffage. Sauf que le chauffage consomme, mais l'été, je produis l'équivalent de ce qui a été consommé l'hiver. Mais je ne peux pas stocker mon énergie de l'été pour la consommer l'hiver. Voilà, on ne sait pas faire ça. Hein. Donc, donc, ces systèmes à énergie positive, on a confié au CEA de les analyser. Alors, il y a eu une dizaine de constructeurs nationaux qui ont candidaté pour dire, nous, on vous fournit les maisons. De mémoire et selon mes infos, il y aurait eu 7 maisons à énergie positive construites. Alors, bien évidemment, quand dans des grands labos on fait des essais, toi, moi, nous, le commun des mortels, on dirait, on va construire les maisons et puis l'hiver, on va regarder comment elles fonctionnent l'hiver, puis l'été, comment elles fonctionnent l'été. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille en laboratoire. Donc, il y a eu un énorme hangar qui a été monté, ou ils ont monté les maisons dans un hangar préexistant, je ne sais pas, mais ces maisons sont dans un milieu qui est climatiquement pilotable. On peut, à Noël, étudier le comportement de ces maisons en période caniculaire, mais par contre, en période caniculaire, on peut les étudier comme s'il faisait -20 dehors. D'accord. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est la façon d'aborder de la recherche. Moi, j'ai rien à dire à ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après 7 ans, il y a 7 ans qu'ils bossent sur le sujet, un des responsables du CEA, celui qui est en charge de cette étude, s'est fendu d'une publication, elle est partout, dans les revues spécialisées, sur les journaux spécialisés, etc., disant « Les maisons à énergie positive ont été une erreur. On est allé beaucoup trop loin et ça n'était pas pertinent. On a consommé des ressources, on a dépensé de l'énergie et on n'a pas le bénéfice en retour. Donc il faut faire marche arrière. »
D'accord. Et quelque part derrière ça, je pense que ces gens du CEA savent ce qu'est une centrale nucléaire, Oui. comment ça se comporte, connaissent l'état actuel de nos centrales nucléaires. On ne va pas aller plus loin puisque l'idée n'est pas de lancer un débat sur les réseaux sociaux, mais on est au courant quand même qu'aujourd'hui, peu ou prou, je ne vais pas dire moitié de façon certaine parce que j'ai peur de me tromper, mais à quelque chose près, aujourd'hui, donc avril 2022, on a environ 50% de nos centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, soit pour rechargement de combustible, soit parce qu'il y a des corrosions qui ont été détectées, à tel point que le CEA a dit qu'il faut qu'on contrôle toutes nos centrales, et que ça n'est pas simple comme opération, que c'est long, etc., etc., et que probablement il va falloir qu'on se fasse à l'idée que on ne va pas pouvoir produire suffisamment d'électricité pour toutes les demandes. Hein? Et donc, entre autres choses, avec au niveau géopolitique ce qui se dessine, à savoir que les Allemands, c'est 70% de l'électricité qui est produite avec du gaz. Une majeure partie du gaz venait de Russie. La Pologne, c'est pire. La Hongrie, c'est pas mieux. Et pas mieux que pire, c'est pas terrible. Hein. Donc, voilà, on est dans des situations où quand même, on est un petit peu assis sur le bout de la chaise quand même, hein. C'est pas très confortable, hein. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Hein. Et le CEA, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, ben, tous ceux qui le peuvent, installer du photovoltaïque, auto-consommer votre production, et le reste, remettez-le sur le réseau. Hein. Et donc, l'avenir est vers ça. Et avec une durée de vie des panneaux photovoltaïques? Alors, la durée de vie des panneaux photovoltaïques, on n'a pas cessé d'entendre 25 ans, ce qui était, mais une fausse info terrible, c'est qu'à un moment donné, comme c'était quelque chose qui était novateur, émergent, on a dit, les responsables, les autorités, tant administratives que politiques, assurantielles, techniques, etc., ont dit aux fabricants de panneaux photovoltaïques, vous êtes capables de nous les garantir combien, hein, combien de temps? Et les industriels ont dit, on est capable de vous garantir 80% de leur capacité nominale de production, la fameuse valeur crête, hein, sur 25 ans. Ah oui, quand même. Ce qui est déjà pas mal. Bah oui. Ce qui ne veut pas dire qu'au-delà de 25 ans, ça ne produit plus. On est mais on ne peut pas, aujourd'hui, en l'état actuel de la technologie, mais ça, c'est il y a X temps que ça s'est fait, hein, on ne peut pas, on sait aujourd'hui pouvoir vous garantir au minimum 80% du nominal pendant au minimum 25 ans. Donc on a eu sans arrêt des nouvelles qui disaient « Oh, les panneaux photovoltaïques, ça ne dure que 25 ans ». Ce qui n'est absolument pas vrai. Aujourd'hui, on a des panneaux qui ont 40, 50 ans, qui continuent à produire. Alors, ils sont à 75% de leur nominal, mais il y a longtemps qu'ils sont amortis. Bah, bien sûr. Donc, on s'en fout, ils continuent à produire. Hein. Et il suffit juste de les nettoyer une fois par an, à peu près, pour enlever un peu Si on peut les nettoyer une fois par an, c'est mieux. Et si on ne peut pas, on confie ça à un orage de temps en temps, qui nous délave un peu le bazar. Maintenant, c'est mieux si on peut les nettoyer un peu. Hein. Donc là, comme là, au pignon, c'est l'avantage. Il n'y a pas besoin de monter sur le toit ni rien. Non, là, il faut juste acheter les types de balais que les mecs utilisent pour mettre sur les grands panneaux de pub. Grand manche télescopique. Grand manche télescopique. Voilà, on file un petit coup dessus. C'est terminé, c'est bon. Hein. Donc ça, c'est pas très compliqué. Hein. Et donc, la durée de vie, elle est effectivement, aujourd'hui, très objectivement, on ne sait pas combien de temps ça peut vivre. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on ne le maîtrise pas, c'est parce qu'on n'en a pas encore vu de durée de vie. Alors, il y en a qui lâchent, il y en a dont les soudures pètent, oui, bien évidemment. Mais dire, il faut changer les panneaux tous les 25 ans, ce serait un petit peu comme si on disait, j'achète une voiture, elle est garantie 2 ans, donc au bout de 2 ans, je la mets à la casse, j'en rachète une autre. Non, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est plus garantie, qu'elle est plus en capacité de rouler. Eh bien, le panneau photovoltaïque, c'est pareil. Oui, et puis j'imagine qu'il y a plusieurs marques, plusieurs fabricants, donc il y a aussi des choix à faire. Il y a des choix, bien évidemment. Par rapport à la qualité, aux garanties offertes par les constructeurs, enfin les fabricants. Ouais. Voilà, voilà. Mais en tout cas, le minimum imposé, en tout cas en France, c'est que ce soit 25 ans. Hein. Okay. Alors, par contre, ce qui lâche plus rapidement, ce sont les onduleurs. 10, 12, 15 ans. Hein. Mais l'onduleur sur un panneau, bah, on enlève, on en remet un, voilà, l'intervention est faite. Hein. C'est pas comme un panneau hydraulique, solaire,
qui aurait une soudure qui aurait pété. Hein. Donc, il faut trouver la fuite, il faut venir, etc. C'est beaucoup plus complexe. Là, on n'a pas ces problèmes-là. Et l'été, donc, pardon, mais l'été, on consomme l'électricité. Alors, avant de revenir à ce qu'on en fait l'été, on va finir sur ce qui se dit de juste et de pas juste sur les photovoltaïques au niveau de ce qui circule. Beaucoup disent, j'ai entendu, et je l'entends encore, de moins en moins, mais je l'entends, bon, ok, ça produit 25 ans. Non, déjà, ça produit plus, on vient de le voir. Mais tu te rends compte, l'énergie que ça consomme, il faut 18 ans pour le rembourser avec ce que ça produit. Ça, c'est ce qu'on entend encore. L'école polytechnique de Lausanne, des gens extrêmement farfelus, comme tout le monde sait. Des gens totalement incompétents, comme c'est notoirement connu de par le monde, disent l'amortissement, c'est 6 à 18 mois. Voilà. J'ai un collègue qui en installe en Haute-Savoie depuis un certain temps. Il dit en moyenne, en France, on est vers 12 mois d'amortissement. C'est-à-dire, on sait qu'on va avoir au minimum 80% du nominal, mais on est plutôt à 90% sur 25 ans. Et au bout d'un an, ça a remboursé, pas nous économiquement, mais au niveau environnemental, ce qui est important. Ce qui est important. On manque d'énergie, on manque de ressources, donc il faut faire très attention à ça. Et ce que sera nécessité en énergie pour être fabriqué sera remboursé et amorti en un an sur une durée statistique de 35, 40, 45 ans et sur une valeur nominale minimale de 80% sur 25 ans. Donc, c'est infiniment plus sûr que tous les autres systèmes qu'on connaît. Plus économiquement rentable, plus environnementalement parlant rentable, etc., etc. Alors après, des gens disent, oui, mais on ne les recycle pas. On sait recycler 99% des panneaux photovoltaïques. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché du recyclage. Et pour cause, les premiers panneaux aux 30 ou 40 ans, ils produisent encore. Donc on ne les met pas à la casse. Et donc à partir du moment où il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'usine, parce qu'il y a assez peu de gens qui ouvrent des usines et qui les peignent tous les 5 ans pour dire qu'il faut qu'elles soient vraiment très belles le jour où je vais en avoir besoin. Je ne sais pas si c'est en 30, 40 ou 50 ans. Donc voilà, effectivement, on sait les recycler, mais on ne les recycle pas, car il n'y a aucune raison aujourd'hui de les recycler. Le jour où il y aura des raisons de les recycler, on sait faire. Mais quand il y aura le besoin. Donc, voilà, j'ai fini avec ça, parce que ça, c'est quand même important que ces choses-là soient dites. Donc, par contre, effectivement, on sait que l'hiver, on a besoin de beaucoup de courant, mais l'été, avec le soleil, les panneaux photovoltaïques vont produire beaucoup d'électricité. Ah, plus que l'hiver? Plus que l'hiver. Même si l'orientation n'est pas la meilleure, mais ne serait-ce que parce qu'on a une luminosité qui est plus intense et un temps de luminosité qui est plus long. Qui est plus long. Donc, cette électricité-là ne va pas, je ne vais pas en avoir besoin pour chauffer l'eau chaude de mon ballon tampon. Non. Donc, comment je vais pouvoir réinjecter cette électricité-là dans le réseau ou la consommer pour moi? Alors, on va installer un grid, donc un système qui va donner des priorités. Alors, il va y avoir une priorité l'été, c'est que ton ballon d'eau chaude électrique, tu ne vas plus le faire tourner, je sais que tu as un abonnement EJP, tu ne vas plus le faire tourner la nuit, mais tu vas chauffer ton eau le jour sur ton photovoltaïque. D'accord. Donc ça, déjà, tu as une consommation là. Et après, donc ça va te donner des priorités. Petit à petit, on s'y habitue. On dit, ah, tiens, je vais faire une lessive. Météo, ah, aujourd'hui j'ai soleil, mais demain, 3 jours, là, j'ai 3 jours, j'ai pas de soleil. Ah ben tiens, il faut que je fasse ma lessive aujourd'hui. Le lave-vaisselle n'est pas plein, ok. Il est aux 2/3 plein, mais pendant 3 jours, j'ai pas de soleil terrible. Donc, je fais tourner mon lave-vaisselle qui est aux 3/4 plein. Pour ne pas consommer d'électricité le jour où on va en produire peu. Sachant que, certes, le photovoltaïque produit moins quand on n'a pas un éclairage direct du soleil parce qu'on est en soleil rasant le matin ou le soir ou parce qu'on a des nuages dans la journée, mais avec de la luminosité, un panneau photovoltaïque produit de façon dégradée, mais produit quand même un peu. Mais un peu de pluie, pas trop longtemps de canicule, etc. Puisque un qui est malheureusement mort, qu'on connaissait bien de nom et qu'on connaît encore, qui est Paul. Paul dans sa vie, paysan de la Manche, donc de Normandie, qui dit « Le beau temps, c'est quand on a ce dont on a besoin.
de la pluie quand il en faut, du soleil quand il en faut, du gel quand il en faut, de la neige quand il en faut. Et le mauvais temps, c'est le beau temps qui dure trop longtemps. Hein, donc, oui. Voilà, on connaît. Hein. Donc, effectivement, c'est tellement plein de bon sens. Hein. À savoir d'ailleurs que ce brave paysan est installé quand même, il a une vue imprenable, il avait sur la centrale de Lagnes quand même. Donc c'est quand même un joli petit clin d'œil quand même. Tous ceux qui en ont la possibilité, Paul dans sa vie, voyez cette vidéo, c'est un régal. C'est un régal. Bon, aparté. Et donc, si un jour tu as une voiture électrique, bah, dans ton grid, tu auras une des priorités, ça sera ton chauffage, secondairement ta maison, en tertiaire, en troisième, c'est l'électrique. Et si vraiment tu le veux, tu demandes un raccordement au réseau, et à ce moment-là, quand tu n'as plus aucune raison de consommer pour toi, et que ça produit, tu revends au réseau. D'accord. Hein. Et de plus en plus, on a des possibilités de faire de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que tu vas avoir un voisin, alors selon qu'on est en zone urbaine, selon qu'on est en zone rurale, etc., la distance d'installation, la distance de mise en relation de ce réseau est plus ou moins lointaine. Hein, le cercle est plus ou moins grand. Mais tu vas trouver 5, 10, 15 qui produisent, qui à un moment donné vont produire trop ou pas assez, et chacun, alors ça c'est distribué par Enedis, parce qu'on n'a pas le droit de se revendre de l'électricité soi-même, mais on utilise le réseau ERDF, c'est géré par Enedis, et on vend, on rachète, etc., on tourne ensemble. Alors ça déjà c'est quand même extrêmement important. Les jours où on a du blackout, le jour où EDF n'est plus en capacité de produire, parce que je crois que malheureusement, il faut qu'on se fasse à l'idée que ça va arriver. Cette année, on est passé très 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 près. On aurait dû avoir un blackout, sauf qu'on a eu la chance de pouvoir acheter de l'électricité à la Belgique, aux Anglais et aux Espagnols, parce qu'ils ont des éoliens sur les côtes et il y avait beaucoup de vent. Donc ils étaient en capacité de nous en vendre. Alors par contre les tarifs, je les ai plus en tête, j'ose pas dire de peur de dire une bêtise, mais c'était 10, 20, 30, 50 fois le prix classique, je sais pas. Mais quand on a besoin de quelque chose, on l'achète. Là on regarde pas le prix, hein, donc j'en ai besoin, je prends. Hein, donc voilà. Et ça a fait que cette année on est passé. Hein. Mais on a été en insuffisance de production pendant un certain temps. Et compte tenu qu'on a de plus en plus de véhicules électriques, qu'on a de plus en plus de systèmes, etc., et qu'on ne va pas pouvoir continuer à produire à l'infini, à un moment donné, on consomme plus que ce qu'on produit. Et quand on consomme plus que ce qu'on produit, on déleste. Et le délestage, il y a des entreprises qu'on ne pourra jamais délester. Il n'y a pas très loin d'ici, 200 km, une énorme usine de production de laine de verre en vrac qui est à Chemillé en Maine-et-Loire, par exemple, et dont les filières de production de cette laine de verre en vrac sont électriques. Si on arrête les filières pendant quelques heures, elles vont se refroidir, l'installation, ça ne va pas être simple à remettre en route. Hein. Une production de ciment, une cimenterie, etc., les aciéries, on ne peut pas délester quand on est sur de l'électrique. Et donc, qui est-ce qu'on va délester? Qui va râler? Certaines petites entreprises, unités, même grosses entreprises, mais qui peuvent se permettre pendant quelques heures de ne pas être alimentées. Donc, celles-ci, on va les délester. Si elles ont acheté des groupes électrogènes, elles vont bouffer du gasoil et elles vont polluer, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et sinon, c'est les particuliers qu'on va délester. Et tous ceux qui seront avec un peu de photovoltaïque, et un tout petit peu de batterie, on n'a pas besoin de beaucoup. L'idée, ce n'est pas d'avoir 15-20 kWh de stockage de batterie, voire plus. Non, ça n'a aucun sens. C'est très coûteux, c'est énergivore à la fabrication, ça a des durées de vie limitées, etc. Ça n'a aucun sens. Mais d'avoir un petit peu, quelques kilowattheures de stockage dans 1, 2, 3 batteries, ça permet non pas de faire tourner la chaudière. Ça, on ne pourra pas.
parce qu'il faudrait que ça soit sur du triphasé. Oui, et si on veut le faire, alors c'est probablement, je dis on ne pourra pas, je m'avance beaucoup. Techniquement, ça peut être... Probablement, ça peut se faire. Est-ce que ça serait jouable, enfin logique? Probablement pas. Oui, il faut plutôt le consommer comme du 220 classique. Voilà. Et le jour où il y a des blackouts, bah, tu sais que tu n'as plus de chaudière, mais de l'eau chaude, tu en as quand même. Ben, du chauffage, il y en a quand même. Du chauffage, alors il y a un petit peu de chauffage. Ah si, parce que la résistance avec le panneau solaire va chauffer l'eau. Oui, mais dans la mesure où tu auras eu du soleil. Oui. Ce que je ne saurais pas te garantir. Donc je reste prudent. Il y a quand même des possibilités de manque. Je te conseille vivement de garder. Oui, je la garde exprès. L'insert, voilà. Donc qui aujourd'hui. Et du bois. Et tu as du bois, voilà. Donc tu ne seras pas en panne. Et par contre, tu auras de quoi t'éclairer. Tu auras de quoi faire tourner les frigos. Et quant aux lessives, on attendra que le jus revienne ou que le soleil revienne. Voilà. Donc tu ne seras pas en panne. Et ce jour-là, le jour où ça se produira une fois, tu verras que probablement, s'il y a des chasseurs sur le secteur, je pense qu'il y en a quelques-uns, tu verras qu'il y a des gens qui te diront « Dis donc, je peux amener mon congèle chez toi ?» Parce que... c'est de la viande, j'ai pas envie de la perdre. Voilà. Voilà. Donc, voilà l'avenir. Hein. Donc, bon, après, on ne maîtrise pas tout. Hein. Mais ce grid, et notamment les voitures électriques, alors c'est une autre chose que les gens connaissent assez peu. La France a longtemps dit non, non, c'est pas mature, il ne faut pas, etc. Au Japon, depuis Fukushima, ils pratiquent ça. Hein. Donc, ça fait quand même quelques années. Hein. Eh bien, on sait... les voitures, alors moi je parle très mal anglais, donc on parle de G to V, de V to G, etc. V c'est véhicule, G c'est grid, to c'est pas la lettre, c'est aller vers, TO. Hein. Et donc on sait aujourd'hui charger une voiture, donc faire du G to V. Tous ceux qui ont du photovoltaïque peuvent charger leur propre voiture. Déjà là, le kilowattheure il est gratuit. Et par rapport au prix du carburant et aux 100 km, aux consommations aux 100 km, ça fait, quand le carburant était aux environs d'1,50 €, on valorisait à 73 centimes le kilowattheure autoproduit. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être aux environs d'1 € le kilowattheure. Et demain, probablement plus. Ça amortit rapidement l'investissement dans le véhicule électrique, hein? Absolument, absolument. Oui. Et donc, ce véhicule électrique, alors le plus souvent, ce n'est pas forcément des grosses batteries, c'est 20, 25, 30 kWh. Maintenant, on tend vers des voitures. On a Tesla, on a Kia, on a Hyundai, on a Volkswagen, on a BM, on a Audi, etc. Qui proposent des voitures de forte puissance, dont l'objectif pour eux est de proposer à leurs clients des voitures qui ont une autonomie très longue. Pour moi, c'est une ânerie. C'est une ânerie parce que la voiture, au-delà de 300-400 km de distance, à un moment donné, il va falloir se dire, c'est le transport en commun. Mais bon, aujourd'hui, on a encore des gens qui ont les moyens de les acheter et on a les moyens de fournir l'électricité, etc. Et à la limite, il vaudrait mieux miser sur un véhicule qui a 300 km d'autonomie, mais qui a une capacité de recharge de 80-90% de sa batterie. La Kia EV6, qui a une batterie de 77 kWh, une autonomie qui est annoncée aux environs de 400 km, selon qu'il fait plus ou moins chaud, selon qu'on tire plus ou moins dessus, etc. Hein. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils peuvent reprendre 80% de 77 kWh en 20 minutes. Et en 20 temps de pause. Le temps de pause, on fait le café, le petit pipi, etc. On fume la clope sur des fumeurs, voir le repas, et on repart. Bon, par contre, il faut avoir des chargeurs rapides. Oui. Et en France, il n'y en a quasiment pas. Oui, en Allemagne, il y en a beaucoup. Mais aussi, voilà, ça va venir. Mais par contre, une fois qu'on a ces batteries qui sont là, et si on charge la batterie depuis le photovoltaïque, et qu'à partir de là, on va rouler, c'est donc bien une batterie qu'on va charger, qui va se décharger. Oui. Pourquoi on ne renvoie pas vers le grid? On a le G to V, c'est-à-dire qu'on dit je peux charger ma batterie depuis mon grid, mais aujourd'hui on a la technologie V to G, c'est-à-dire que le véhicule devient la batterie de la maison. Et il ne faut plus considérer la voiture automobile électrique comme étant un véhicule électrique, non.
la voiture électrique, c'est marcher dans les deux sens. Alors, il faut considérer que c'est une plateforme roulante sur laquelle on a des batteries et que on peut l'utiliser quand on se déplace, c'est un véhicule, mais quand on ne se déplace pas, eh bien, c'est les batteries statiques de la maison. C'est l'accumulateur, d'accord. Et aujourd'hui, si je veux, je t'ai vu, tu tendais ta pelouse l'autre jour, tu as besoin d'essence. Tu ne vas pas avec ta tondeuse à la station-service faire le plein. Non. Tu prends ton jerrycan, tu reviens. Oui. Et là, nos G to V et V to G. Si à un moment donné, il n'y a plus de photovoltaïque, il n'y a pas de production, etc., mais j'ai quand même besoin d'électricité. Et le réseau fonctionne. Ou j'ai un copain qui, lui, a des batteries qui peut m'en donner. Je prends ma voiture, je vais me brancher. En 20 minutes, j'ai 80% de la charge. J'arrive, je branche ma maison dessus. Et voilà, je suis allé acheter de l'énergie électrique ailleurs. C'est pas beau la vie? Donc voilà, c'est toutes ces évolutions-là qu'il va falloir prendre en compte. Alors là, voilà, on est quand même avec une petite dizaine d'années d'avance. Hein. Oui, non, mais le concept est là et on a sans arrêt entendu en France, non, non, c'est pas possible, non, non, c'est pas possible. Depuis quelques mois, tous les réseaux de véhicules électriques d'entreprise. Hein, donc quand on a une flotte de véhicules d'entreprise, qu'elles sont raccordées au réseau, elles font, ça y est, ça fonctionne. Ah, donc elles vont vers le réseau et le réseau va vers elles. C'est fait. Donc pour les particuliers, ça va venir. Oui, ça va venir. Ça va venir. Et si un jour ça vient, d'un coup, le problème de l'intermittence du vent et du soleil, on l'a en partie résolu puisqu'on a fait un système de réserve, de stockage qui est uniformément réparti sur le territoire, localement. Et s'il y a une éolienne, il y a des éoliennes ici à Rannes. Les éoliennes produisent. L'électricité n'est pas consommée. Mais par contre, il y a 50 voitures électriques qui sont branchées ici à Rannes. Elles accumulent. Demain, il n'y a pas de vent. Les voitures, 90% du temps, ça reste sur place. Eh bien, on dédie 60% de la charge du véhicule pour alimenter le réseau. Et donc, d'un coup, Rannes devient autosuffisant avec et quasiment linéaire avec une électricité dont on dit qu'elle est aléatoire. Eh bien non, mais ce sont des révolutions. Oui, hein. Eh bien le CEA, donc pour revenir au photovoltaïque, le CEA dit mettez du photovoltaïque chez vous, autoconsommez au maximum, raccordez-vous au réseau et l'avenir est là. Des gens vraiment, mais qui connaissent le nucléaire à fond et qui n'ont aucune raison de promouvoir le photovoltaïque, on a d'autant plus la preuve qu'ils ont passé des dizaines d'années à démolir et à être les premiers à dire comment installer des trucs, 25 ans de durée de vie, 15 ans d'amortissement, etc. Aujourd'hui, non, non. Et eux-mêmes l'écrivent, dire ces articles, je mettrai un lien voilà, sur le commentaire. Hein. Donc, alors maintenant, il y a le côté financier. Oui. Donc, moi, je crois. Alors, nous sommes en avril 2022. Nous avons connu, nous, ce que nos enfants n'ont pas connu, des périodes inflationnistes. Oui. Où on disait aux gens, achète une maison, construis. De toute façon, c'est l'inflation qui te la paiera. Et c'est vrai qu'on s'endettait à taux fixe. Et quand on avait, parce qu'on a quand même connu, moi le taux d'intérêt le plus élevé auquel j'ai vendu un bien, c'est 17% quand même. Ah oui. Ça fait mal. Hein. On était à 10% nous, quand on a acheté la maison. Voilà, donc aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ça. Sauf qu'aujourd'hui, on s'endette encore à 1,5, 2, 2,5%. Il faut le prendre à taux fixe ou capé plus ou moins 2. Comme ça, si on prend du 2, ils pourront aller à 4, mais pas plus. Et là, en avril 2022, si je ne me trompe pas, on nous a annoncé 4,28% d'inflation sur le mois dernier. Oui, là c'est reparti, oui. Ce qui est énorme. Et je pense que nous remettons le pied dans des périodes inflationnistes. Mais en tout cas, ça veut dire que même si à un instant T, ça semble lourd, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, si on a de l'inflation, on a
un ajustement, pas forcément au pouillème près, mais qui... Progression des salaires. Progression des salaires, des revenus, des retraites, etc. Et donc, si on est sur du taux fixe, eh bien, petit à petit, ça devient moins lourd. Donc, alors après, tu es en Normandie, tu es dans l'Orne. En plus, même si on est dans l'Allier, je te dirais, je ne sais absolument pas quelle subvention auquel tu pourrais prétendre. Il y a Harpe Normandie, qui sont des gens très bien, que je connais un peu. Tu peux les appeler. Et il y a dans l'Orne, je crois que c'est le CAUE qui s'occupe de ça, mais je ne suis pas sûr. Il y a peut-être... l'ADEME, non alors l'ADEME, c'est ceux qui chapeautent, mais ils ont des gens qui les représentent. C'est ce qu'on appelait à un moment donné les points info-énergie. Donc aujourd'hui... Mais eux, ils te donnent les tuyaux à qui t'adresser, quoi. Voilà. Alors, soit il y a une association départementale, peut-être des fois il y en a 2, des fois il y en a 3. Quand il n'y en a pas un, ça peut être le CAUE, ça peut être le conseil départemental. Il y a plein de pistes possibles, mais ces gens-là sont vraiment spécialistes, non pas forcément de ce qu'il faut faire, même si ils ont de très bonnes idées quand même là-dessus, parce qu'ils visitent des maisons au quotidien, mais surtout ils peuvent dire, là vous pourriez avoir telle aide, telle aide, telle aide, telle aide. Alors il ne faut pas déclencher les travaux pour avoir les aides, oui, ça, mais si on peut les avoir en faisant les travaux que de toute façon on voulait faire, on va quand même pas se priver de les demander. Oui, non, donc voilà, donc ça, le conseil c'est d'aller voir ces gens-là. Donc, et pour le reste, eh bien, à moins que tu aies des questions, Patrick. Non, après, il faut faire des études de devis pour voir à combien ça nous engage, sur combien on amortise, qu'on a... Et puis, je te laisserai une carte si tu veux m'appeler. Ça sera facile. Ok, pas de problème, ça marche. Ça marche. Merci, Patrick, d'avoir participé, d'avoir accepté, d'avoir témoigné. De rien, c'était un plaisir. Et de nous avoir présenté... Alors, si, il y a peut-être une petite chose quand même. Je vais me permettre une question subsidiaire, puisque là, tu as donc une chaudière que tu nous as bien présentée, bien expliquée, donc on sait que ça fonctionne depuis au moins 18 ans. Et tu es aussi engagé dans la commune, puisque tu es adjoint. Voilà. Et donc, vous avez, à Rannes, acheté récemment une chaudière pour les installations communales. Oui. Et vous avez opté, dis-nous un petit peu. Une chaudière à bois déchiqueté aussi. À bois déchiqueté aussi. À bois déchiqueté. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, le conseil a validé ça et a été vraiment enchanté par le projet, quoi. Donc chaudière qui permet de chauffer toute la salle des fêtes, quoi, on va dire, et puis la mairie et tous les logements au-dessus du château. D'accord. Et donc par contre, vous avez opté pour une technologie un peu différente de la tienne, à savoir au niveau des échangeurs. Des échangeurs, c'est-à-dire que le circuit, il y a la chaudière qui a son propre circuit d'eau, et ensuite on a un système, ce qu'on appelle un échangeur à plaques, de façon à ce que l'énergie produite par la chaudière chauffe l'énergie, les tuyaux qui vont alimenter le chauffage, mais sans jamais qu'il y ait passage de l'eau de l'un dans l'autre. C'est vraiment deux circuits d'eau séparés, mais avec l'échange de calories se fait au niveau de l'échangeur à plaques. Ok. Et donc là, pour la tienne, c'était une Froling. Oui. Autrichienne. Oui. Et pour la mairie? C'est une Argasner. Autrichienne aussi. Voilà, on est d'accord. Donc, on peut le regretter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même... En fiabilité du matériel. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, et à l'occasion, quand on le pourra, j'aurai grand plaisir, si tu le peux... à te faire visiter la chaufferie de la commune. Je connais un élu, moi, à Rannes, donc je vais essayer d'en profiter. Donc, voilà, allez voir, faire une ou deux photos, etc. Parce que, certes, aujourd'hui, la chaudière à bois déchiqueté, etc., la chaudière bois, voire bois bûche, voire granule de bois, je suis un petit peu plus réticent, pas qu'un petit peu d'ailleurs. Chez les particuliers, ça vient. Mais pour le collectif, le pas a été largement franchi. Mais ne serait-ce que pour rassurer encore quelques particuliers qui auraient besoin d'aide, et puis aussi pour des fois des petits collectifs, puisque on a parlé l'autre jour d'une opération en collectif actuelle qui va se construire.
où le projet, c'est... non, c'est plus avec Martine que j'en parlais, où le projet, c'est des chaudières à gaz individuelles. Donc, il y a encore du collectif qui s'installe en France avec des chaudières, bon, à gaz, c'était peut-être pas possible d'anticiper qu'on aurait tous ces problèmes, encore que on sait que le gaz naturel, c'est aussi une ressource fossile. Mais ce qui est complètement fou, quand même, c'est d'imaginer que là, en 2022, dans du collectif, on envisage encore des chaudières individuelles. C'est tellement bon, voilà quoi. Donc, ok, merci Patrick. De rien.